Bonsoir à tous et rebonsoir à tous plus exactement. Nous revoilà toujours dans notre live du lundi avec une petite coupure, c'était quasiment la mi-temps, puisque nous sommes en train de faire en sorte que Maxime Costille, le délégué général des Brasseurs de France, se connecte avec nous, puisque ce soir, vous l'avez compris, si vous nous suivez, on va essayer que les uns les autres vous reconnectiez, de vous parler de la bière ce soir, et des brasseurs qui sont nos partenaires au niveau de l'Union nationale française. On a la gentillesse de nous faire déposer tout à l'heure quelques bières. Elle est pour l'apéro de ce soir, mais pas que, parce que la bière, effectivement, ce n'est pas simplement une boisson désaltérante, certes extrêmement intéressante et célèbre depuis plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ, quasiment, ou en Mésopotamie. Ça vous rappelle quelque chose d'ailleurs, parce que la Mésopotamie, c'est également là où serait le berceau de la viticulture. Effectivement, est née également la bière. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir se connecter ce soir avec Maxime. En tout cas, on a quelques jolies bières à déguster. La blanche, ici, Polaris de Strasbourg. Ici également, la Briarde. Alors, on peut imaginer, voilà, de chez Rabourdin, père et fils. Donc, du côté, effectivement, de Courpalais. Voilà, dans cette ferme. On est dans la région parisienne, dans le 77, là où on produit également un fromage très célèbre, qui est bien entendu le Brie. Ici, on a une bière nantaise qui s'appelle les Brassés. Voilà, et c'est une IPA. On va essayer de vous expliquer ce que c'est, effectivement, cette caractéristique IPA. Voilà. On a également une bière élevée en fût, donc là, qui a vraiment les codes du vin, puisque c'est une bière ambrée, on va la voir quand on va l'ouvrir tout à l'heure, et qui effectivement est élevée en barrique, et qui est millésimée. Ici, c'est un millésime 2018, voilà, qui est produite et qui fait 11 degrés d'alcool, donc on est vraiment là, pour le coup, très, très, très proche du vin. Et ça vient de Argelès-sur-Mer, c'est-à-dire du côté des Pyrénées orientales. Voilà, et puis quelques autres bières également, une blonde, parce que c'est que les bières, il y a des blanches, des blondes, des brunes, des ambrées, des bières nature, des bières aromatisées, des bières élaborées à partir, bien sûr, de céréales, mais également, et notamment, je pense à nos amis corses, avec la fameuse Pietra qui est élaborée, elle, avec de la châtaigne. Et ici, c'est d'ailleurs la version bio, non filtrée, blonde, sans gluten, effectivement, de la brasserie Piera, qui est une brasserie artisanale corse, qui fait voilà, des brassins assez magiques. Et puis là, il y a l'incroyable, qui est une blonde artisanale également, qui, elle, est sans alcool, puisque donc, là, vous avez ce soir de 0 à 11 degrés, effectivement, à découvrir ou à vous partager. Voilà. Si vous n'êtes pas loin du bistrot du sommelier, nous sommes là ce soir, tout est fermé, mais on a toujours quelques arguments pour pouvoir vous accueillir. Alors, on va peut-être goûter, allez, soyons fous, la Briarde, que je vais vous faire découvrir. Je ne sais pas si, moi, c'est la première fois que je goûte cette Briarde, qui est extrêmement concentrée en couleur, qui fait 5,5 degrés d'alcool. Elle est effectivement vieilleur à souhait, avec une mousse dessus qui est légèrement colorée. Il y a un nez qui est, franchement, c'est toujours frustrant, je sais, mais c'est incroyable de notes un peu légèrement toastées, voilà, fruits secs, euh, caramélisés. C'est vraiment extrêmement parlant et tout de suite enthousiaste, la bière. C'est aussi ça qui est, cette spontanéité, on fait l'une de ses vertus quelque part. En bouche. C'est mousseux, heureusement, c'est une des caractéristiques, assez ample. Effectivement, c'est plutôt léger en alcool, mais il y a de la matière. Et c'est super sympa. Je pense que ça, par exemple, c'est une bière que je vois bien avec une terrine, une belle terrine de volaille, voilà, quelques petits condiments autour. Je pense que effectivement, cette bière pourrait très très bien faire l'affaire. Vous allez me dire, et alors, le fromage, on pense à quoi? Bah oui, c'est vrai que ça s'appelle la Briarde, donc avec un brie
fermier, un brie de Meaux, un brie de Melun, un coulommiers éventuellement. Je suis sûr que ça peut éventuellement aussi le faire. Un peu de pain grillé, parce que je pense que le côté grillé que l'on a dans cette bière, ça peut être vraiment quelque chose qui appelle un peu de pain grillé. Allez, pain grillé, un peu de brie juste légèrement fondant comme ça peut vraiment être super intéressant. Alors, allez, je continue ma petite découverte de la journée. Allez, alors j'aurais dû commencer par ça, c'est vrai, hein, parce que c'est une bière qui est sans alcool. Donc, vous en doutez bien que j'aurais dû, mais je vais faire voilà, un petit break entre deux avec un petit clin d'œil pour cette petite bière Frog Beer qui est produite donc du côté de Pierrefitte-sur-Seine, mais toujours en région parisienne. Cette bière sans alcool. Voilà. Alors, elle est plus claire que celle que nous venons de goûter précédemment, hein, à savoir la Briarde, mais beaucoup plus dorée. Bonsoir Maxime. Bonsoir Philippe et bonsoir tout le monde. Toutes mes excuses. Voilà. C'est pas grave, nous y sommes arrivés. Oui, Ça, c'est la magie des réseaux et de la technique. Merci j'ai tout Elisa changé. d'avoir, mais voilà. Donc j'espère qu'on était parti du téléphone et pas de l'ordinateur surtout. Tout va bien. Voilà, parfait. C'est bon. Parce que j'ai oublié de dire pour les gens qui nous rejoignent dans l'aide que ça ne marche pas sur l'ordinateur. C'est Oui. qu'avec un téléphone. J'étais bien sur le téléphone, je vous rassure, mais j'ai trouvé un autre téléphone, je me suis débrouillé. Génial. Donc c'est la mise à jour du téléphone finalement. Voilà. En tout cas, on a fait la mise à jour de la bière là ce soir. Merci beaucoup Maxime d'être avec nous, c'est un vrai plaisir. Et donc on a déjà, comme on s'en doute, hein, tous les deux, déjà évoqué pas mal de choses. L'origine, 10 000 ans d'histoire en Mésopotamie, l'évolution entre la terminologie également de la cervoise passée au XVe siècle, de mémoire, à la bière, aujourd'hui à ce marché et à cette effervescence des microbrasseries que l'on voit apparaître dans différents endroits. Alors, il y a bien sûr toujours, et c'est important, les grands noms des brasseries, et puis il y a cette diversité de microbrasseries, de petites brasseries, qui sont un véritable bonheur pour les amateurs de bière. Exactement. En fait, on va dire qu'au 1er janvier, on est à 2300 brasseries sur tout le territoire, dans tous les départements français. Ouais, c'est chouette. Je vous le donne en exclusivité, Philippe, aujourd'hui. C'est le chiffre qu'on a consolidé là. Malgré tout ce développement continu, malgré une situation compliquée comme dans notre secteur. Et donc, on est vraiment sur cette diversité qui continue. Donc là, vous goûtez une bière d'une brasserie parisienne qui s'appelle Frog. Absolument. Fait partie de cette Pierrefitte. Exactement, tout à fait. Qui fait partie de cette nouvelle tendance dans la brasserie qui est de développer le sans-alcool ou le faiblement alcoolisé. Ça existe dans d'autres secteurs. Voilà. Et donc, ça fait partie des premières bières artisanales sans alcool. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. On est vraiment dans des tendances particulières. Philippe, je vous vois. C'est très agréable. Alors, ça surprend un peu en goût parce que ces arômes un peu de pamplemousse, c'est extrêmement désaltérant. Hein. Ouais. C'est une bière, c'est une bière accessible. Elle n'a pas d'alcool. Elle a du caractère quand même. Hein. Il n'y a pas que le fait d'avoir un petit peu d'agrumes. Hein. Il y a quand même une certaine matière. Et du coup, c'est sympa. Je pense que ça, par exemple, avec un poisson cru mariné, avec un petit peu d'agrumes, etc., ça peut faire un très très bel accord pour démarrer le repas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment ça, c'est une nouvelle tendance en brasserie. Ce qui est d'autant plus difficile, vous connaissez le secteur brassicole, c'est que plus on enlève de l'alcool, plus du coup il faut l'équilibre des goûts. Parce que c'est ça qui est difficile dans le sans-alcool ou dans le faiblement alcoolisé. Quand vous avez, plus vous avez d'alcool en bière, alors après vous avez plus de rondeur ou autre, mais on a une difficulté. Il faut vraiment que tout soit très équilibré, puisque plus l'alcool est faiblement présent, plus on peut avoir des défauts. On sent les défauts. Hein. Donc c'est vraiment un point majeur de travail de fond pour les brasseurs. C'est ce qui rend difficile l'accès aussi en sans-alcool pour beaucoup de microbrasseurs, et c'est ce qui est en train de se développer. Et je ne sais pas si vous avez goûté à l'inverse la vieillie en barrique. Alors, pas encore. Nous avons commencé, j'ai fait ça un peu de façon aléatoire, mais
Mais bon, j'aime bien les bières blanches, donc j'ai commencé avec Polaris. Exactement. Effectivement. Exactement. Ensuite, on a goûté la Briarde, Très belle, d'accord. juste avant, avec ce côté effectivement un peu plus fruits secs, légèrement caramélisé, etc., qui est extrêmement agréable. Hein. Et les différences de coloration dans les trois premières bières est quelque chose de assez phénoménal. Hein. Là, on a la blanche avec voilà, ce léger voile dessus. Hein. Et puis, ces arômes que j'adore de bière blanche, là, qui sont des arômes un peu crémeux, légèrement agrumes aussi, extrêmement caressant. Là, le côté explosif du côté, voilà, du côté fruits secs, si on veut. Et là, le côté agrumes, légèrement résineux d'ailleurs aussi, qui est extrêmement agréable dans la Frog. Donc, on a trois types de bières différentes, trois moments. Certes, la sans-alcool pour démarrer me semble évidente, hein, pour démarrer la série, la dégustation, mais aussi les accords entre les bières et les mets. La blanche, je l'adore aussi en début de repas souvent. Ouais. Même si, parmi mes belles émotions, je l'évoquais tout à l'heure, sur des fromages de chèvre, j'ai goûté récemment un crottin de chavignol avec une blanche, c'était magnifique. Un très bel équilibre. Peut-être que le plus bel accord que j'ai vécu avec la bière blanche, c'était un risotto de coquillage. Ça va très très bien avec les coquillages et avec en particulier en risotto comme ça, juste citronné avec une bière blanche. Je vois que vous avez. Ça le faisait. Exactement. En fait, la spécificité de la bière blanche et ce qui fait ses particularités, c'est l'ajout de blé, comme vous le savez, Philippe. C'est-à-dire que ça va rajouter par rapport à la base céréalière habituelle de l'orge. On va avoir vraiment ce rajout de blé. Plus on en met, plus on va avoir cette astringence aussi un petit peu en bouche. Et on peut avoir, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on peut avoir du coup des bières blanches noires ou ambrées, comme vous la voyez, parce que ça dépend de la torréfaction, du maltage, entre guillemets, du blé qu'on va utiliser. Et donc, bizarrement, on peut avoir des bières blanches noires ou des bières blanches ambrées ou des bières blanches, heureusement. Mais c'est une entrée qui est assez intéressante comme produit en dégustation et avec l'été qui arrive. C'est bien de préciser parce que finalement, c'est vrai que quand on lit bière blanche, on imagine qu'on a plutôt à faire une bière claire. Exactement. Et que ce côté légèrement laiteux, effectivement, on ressent d'autant plus ce blanc que l'expression est là. Et donc elle n'est pas filtrée finalement. Elle n'est pas filtrée, non. Là, vous êtes sur. Donc, c'est une bière d'une petite brasserie en Alsace qui fait cette bière. Qui est à Strasbourg, donc on salue nos amis alsaciens parce que c'est vrai que l'Alsace est riche de brasseries historiques. Hein. Exactement. Mais là, on vous a fait un petit résumé de la brasserie française, c'est-à-dire que c'est un Breton qui s'est installé en Alsace et qui a fait une brasserie qui s'appelle la brasserie Trois Mâts et qui fait une bière de blé en Alsace. Donc, on vous a tout mis dans une bière. Ah oui, là on est gâté avec cette Polaris. Alors, exactement. Tout à l'heure, on évoquait les ingrédients nécessaires à élaborer une bonne bière. Oui. Donc, c'est déjà la céréale au départ. Oui, qui en France doit être spécifiquement, majoritairement de l'orge de brasserie maltais. Ouais. D'accord. Et toutes les bières brassées en France ont plutôt des productions céréalières qui sont françaises. À 99%, en fait, la France est, c'est ce qui fait un des points d'excellence de la bière française, c'est que la France est un des premiers pays de production d'orge de brasserie dans le monde. Et oui. Donc ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Totalement. Quand on goûte une bière faite par un producteur effectivement en France, ce sont des céréales françaises. Exactement. Ensuite, le deuxième ingrédient important, c'est l'eau. Totalement. Historiquement, la typicité de l'eau. Ouais, la typicité de l'eau, historiquement, faisait les styles de bière, les particularités de la bière. Et les brasseries étaient implantées au niveau des sources. Alors, elles avaient des sources spécifiques. Par exemple, une brasserie que vous connaissez bien, qui est la brasserie Castelin, est installée dans une commune de 200 habitants qui s'appelle Bény-Fontaine. Beaucoup de brasseries se sont construites historiquement là où il y avait de l'eau. Et c'est moins le cas aujourd'hui, puisqu'on a réussi on peut travailler un peu l'eau et on peut s'installer un peu partout en tant que tel, mais c'était historiquement l'installation des brasseries. Absolument. Le troisième ingrédient, c'est quoi? C'est le houblon. Le houblon. Ouais. Donc, on a une production française de houblon qui redémarre et qu'on est en train de reconstruire dans toutes les régions de France. Mais il y a deux régions
on va dire, historiques qui cultivent encore. Donc, c'est l'Alsace et ce sont les Flandres françaises. Sachant qu'une des régions importantes qui cultivaient à l'époque du Moyen-Âge, c'était la Bourgogne. Puisque Ah oui, les ducs de Bourgogne avaient une chance folle, c'est qu'ils avaient beaucoup de houblon. Donc, ils percevaient beaucoup de taxes sur le houblon. Et donc, c'était une des grosses zones de production que la Bourgogne historiquement. et oui, oui. Et sinon, les pays producteurs de houblon autour de nous, c'est quoi? C'est la Belgique Alors, la Belgique est faiblement producteur. Ils produisent à peu près comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont bizarrement peu de houblon en production. L'Allemagne est un des premiers producteurs mondiaux. l'Allemagne, c'est ce que j'allais dire en deuxième, et finalement, c'est l'Allemagne en premier, Ouais. et ensuite, Et ensuite, c'est les États-Unis, aussi c'est les bizarre que ça États-Unis. puisse paraître. Donc, dans une vallée, pas loin des vallées, dans les vallées californiennes, en fait, il y a des grosses zones de production de houblon, notamment dans la Yakima Valley, qui est une zone importante. Et ensuite, parmi les producteurs importants, il y a la Nouvelle-Zélande aussi. Donc, vous voyez qu'on est là, ça fait partie des gros travaux qui sont en cours au niveau de la reconstruction de notre filière houblon française, qui a fortement souffert au XXe siècle. Eh oui, donc pour favoriser les circuits courts, effectivement, il faut Exactement. relancer la production de houblon. Et ensuite, la levure, enfin d'autres La ingrédients comme ça levure, qui alors viennent compléter. en fait, dans chaque pays, vous avez une définition de la bière qui est différente. Mhm. En France, c'est historique depuis plus de 600 ans. On a le droit à 4 ingrédients, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, 4 ingrédients obligatoires. Voilà, donc de l'eau, du malt d'orge, du houblon et de la levure. Ça, c'est les 4. La possibilité de rajouter en France, et ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays, ce qu'on va appeler, nous, tous les éléments végétaux, donc des fruits, des légumes, des épices, et un élément d'origine animale qui est le miel. Donc ça, c'est la règle pour faire de la bière. Si vous faites la même chose en Allemagne, vous rajoutez du miel ou vous rajoutez des épices en Allemagne, vous n'aurez pas de la bière. Ça ne pourra pas s'appeler de la bière. Et dans D'accord, certains pays, ça porte un autre nom, mais bah, voilà, mais ce ne sera pas considéré comme de la bière selon la règle générale et ce ne sera pas la même chose non plus au Royaume-Uni. Et d'accord. Il n'y les a pas une pays. législation européenne, Non, pas du il tout. Ce n'y a sont pas des une règles. définition européenne, c'est pays par pays donc. Oui, ce sont des réglementations en effet par pays et en plus ce sont des réglementations assez anciennes. Ce sont des décrets royaux enfin, un décret royal pour la France historique qui a beaucoup changé puisqu'il fut un temps où la bière était uniquement produite par les moines sous décret de l'empereur Charlemagne. Les autres n'avaient pas le droit de produire de la bière, les autres parties de la société. Et l'Allemagne, elle, par exemple, qui est un grand pays de bière aussi, l'a réglementé au XVIe siècle avec ce qu'on appelle la loi de pureté, où eux n'ont droit qu'à 4 ingrédients. Les 4 ingrédients que je vous ai cités, ils n'ont pas le droit de rajouter le reste. D'accord. C'est interdit strictement en Allemagne. Et après, d'autres parties du monde que vous avez citées tout à l'heure qui historiquement faisaient de la bière, notamment l'Égypte ou la Mésopotamie, hein, puisque c'était la boisson Le phare des. berceau, le berceau de la Exactement. production. On n'avait pas la même base céréalière, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de millet, pour ceux qui connaissent, où il peut y avoir aussi en Asie beaucoup de bases de riz, et c'est pas de l'orge qui va être utilisé pour faire de la bière. D'accord. Voilà. Et quand on utilise en France, par exemple, de la châtaigne, je pense à nos amis ardéchois et surtout corses. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ce qui a fait la reconstruction du terroir français. C'est que grâce à la définition historique de la bière, les brasseurs se sont intégrés dans le terroir, c'est-à-dire ils étaient en Corse, donc quand Pietra a été créé, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut intégrer du terroir corse, et donc ils ont intégré de la farine de châtaigne à la composition de la recette. Vous avez des brasseries qui se sont lancées en Lorraine, elles ont mis de la Mirabelle de IG de Lorraine. Vous avez de l'abricot du Roussillon. Enfin, il y a eu toute cette construction autour de ce qui faisait ou ce qui fait en fait le terroir. Et je vais aller même un peu plus loin, mais vous en avez déjà dégusté, je le sais Philippe, c'est que de plus en plus, ça fait maintenant une dizaine d'années, et la France en est en train d'en faire un peu une spécialité, il y a même des rajouts de mou de raisin ou de raisin fermenté, ça dépend de ce que veulent faire les brasseurs, pour rajouter du terroir. Les Alsaciens s'y sont lancés assez tôt avec de l'intégration de Sylvaner ou de Gewürztraminer dans les bières, donc ça fait des bières que vous avez déjà goûtées beaucoup plus rondes. On a beaucoup ce travail dans le Bordelais ou dans le Languedoc aujourd'hui. Et dernier élément, alors là voilà, vous avez la Pietra, la dernière de Pietra, donc qui est un travail sur le céréal pour le rendre accessible à tous, puisque
une des difficultés avec la bière, c'est qu'elle est composée d'orge et donc il y a du gluten. Et donc, pour tous ceux qui ont des difficultés, donc ça, c'est un travail assez fort de Pietra qui ont voulu rendre accessible leur bière au plus grand nombre. Donc là, elle est bio, sans gluten. Exactement. Donc ça, c'est un gros travail. Et aujourd'hui, ils ont relancé la production d'orge en Corse. Donc vous avez vraiment un travail important qui est fait. Sachant qu'on ne peut pas parler, Philippe, de terroir sur l'orge. Hein. Il n'y a pas ça. En revanche, il y a du terroir sur le houblon. C'est-à-dire qu'une variété, comme sur la vigne, comme sur les cépages en vigne, les variétés de houblon vont évoluer très différemment en fonction du sol. Et c'est ce qui vont donner, mais vous connaissez ça, c'est vraiment ce qui va donner des goûts très très différents en fonction des bières. C'est vraiment ce côté aromatisé qui peut arriver de beaucoup de bières, va venir principalement du houblon. Et là, on est sur une blonde, donc. Oui, exactement. Là, vous êtes sur une blonde. Donc Alors, pour les gens qui nous suivent et qui sont pas tous des spécialistes de la bière, mais qui sont juste des gens qui apprécient cette boisson éternelle, c'est quoi une blonde, la définition d'une blonde? Alors, la définition d'une blonde, c'est, on va la définir, pour faire très simple, en fonction de sa couleur, là, réellement. Et ensuite, dans les blondes, vous pourrez avoir une multitude de bières, tant en termes de goût qu'en termes de potentialité. D'abord, la blonde ne va vraiment caractériser que la couleur vraiment du produit. Donc, on va la situer dans des teintes de coloration. Et ensuite, vous allez pouvoir on va pouvoir rentrer par différents aspects. D'abord, la fermentation, c'est-à-dire la température à laquelle vous allez faire transformer le sucre produit de l'orge avec la levure. Ça va avoir un premier impact. On va avoir des blondes de haute fermentation ou de basse fermentation. Alors, haute fermentation, c'est quel degré, par exemple? Alors, on est autour de… Oui, c'est ça, exactement. Là, vous êtes là-dedans. Et basse fermentation, donc on est à peu près 2 fois moins élevé en degrés. Et du coup, c'est juste que les levures vont être différentes. Elles ne vont pas travailler de la même manière. On a beaucoup de levures différentes en brasserie et les levures vont changer beaucoup de choses dans le produit. C'est-à-dire que vous mettez la même base de céréales, maltais, en orge, la même eau et le même type de houblon. Vous changez que la levure et le temps et le degré de fermentation et vous aurez une bière blonde extrêmement différente. Donc, vous avez une inspiration qui est plutôt sur les bières de haute fermentation, on va dire celte, hein, donc c'est Bretagne, Royaume-Uni. Et sur les bières de basse fermentation, c'est plutôt l'histoire du centre de la République tchèque. Hein. Enfin, c'est la base de la Pils, donc ce qu'on appelle, qui est issu de Pilsner, la ville de République tchèque, et qui a pris une place aujourd'hui très très importante. Donc c'était quasiment toutes les bières blondes jusque dans les années 2000. Hein. Il n'y avait que des Pils ou des bières blondes d'inspiration de basse fermentation. Et c'est aussi tout ce qui est les bières internationales qu'on connaît le plus, qui sont ce type de bière basse fermentation. Voilà. Donc c'était donc c'est toujours donc l'essentiel du marché. C'est toujours l'essentiel du marché parce que ce sont des bières d'abord qui ont une fabrication particulière. Les brasseurs qui se sont construits au cours du XXe, alors ils ont identifié des levures principalement qui étaient les leurs. On va dire à la fin du 19e, début du 20e. Hein, c'est le cas de Carlsberg et c'est le cas de Heineken. Ils ont des levures particulières et ils sont restés sur de la basse fermentation pour leur production. Donc, ce qu'on appelle des lagers en général dans le monde. Et elles ont pris beaucoup de place. Oui, tout à fait. Beaucoup de place par rapport aux bières blondes de haute fermentation qu'on appelle les ale, issues des pays celtes au Royaume-Uni et qui aujourd'hui reprennent un peu de plus en plus de place et de plus en plus d'espace. D'accord. Donc, pour résumer, lager plutôt fermentation basse. Fermentation basse, tout à fait. Et les ale, fermentation haute. Et les pale, effectivement, fermentation. Exactement. Et donc, dans ces types de fermentation, Philippe, vous avez après tout ce qu'on peut travailler sur le houblon. C'est-à-dire que encore dans les blondes, on pourra encore faire beaucoup de choses sur le moment où on met le houblon dans le type de fermentation, sur le volume de houblon qu'on va mettre et sur la variété de houblon qu'on va mettre. Donc, c'est vraiment un vrai élément. Très bien. Et tout à l'heure, vous disiez que le houblon, finalement, apportait un effet terroir particulier, quasiment identifiable. Oui. Donc, il y a effectivement cette notion-là qui permet de
de resituer un peu l'origine du houblon par définition. Et le houblon est quelque chose qui a toujours été utilisé pour faire de la bière? Alors non, en fait, vous l'avez dit, les premières traces écrites en France, on les retrouve dans l'abbaye de Saint-Vendry, donc autour du 9e siècle. Donc on sait que les moines qui produisent à nouveau de la bière, d'ailleurs à Saint-Vendry, en Seine-Maritime, mettaient du houblon. Voilà. Mais officiellement, enfin on va dire la bascule dans toute l'Europe, elle est plutôt au niveau du 15e siècle, quand Hildegarde de Bingen, qui a fait un traité d'arboristerie, a notamment fait dans son traité la page 24, où elle recommande l'utilisation du houblon pour stabiliser la bière. Parce qu'en fait, le houblon est un désinfectant initialement, et ça permettait de tuer les risques dans la bière. Et donc, la bascule, elle se fait là. Et avant, si je suis très caricatural, on parlait pas de bière avant cette partie du 14e, 15e. On parlait de cervoise un peu partout. Et après cette partie, on parle de bière un peu partout en Europe, selon des noms différents en termes d'écriture. Et donc, la bascule, elle se fait à ce moment-là. C'est vraiment autour du 14-15e. Le terme bière vient d'où? Alors, on a plein d'origines possibles. Les Allemands revendiquent l'origine, les Anglais aussi. Il y a plein de définitions possibles. Voilà. On sait que le mot cervoise vient bien de la partie française historique aujourd'hui, mais alors le mot bière, on a des revendications différentes des territoires européens. Et l'étymologie de cervoise, pour nos amis qui nous suivent, ça vient d'où le alors, ça vient de l'étymologie de plusieurs choses. C'est un peu toute une partie qui était en fait de la mythologie gauloise de la fertilité, en fait, qui vient de ce mot-là. Et ça a eu après différents noms, si on remonte un petit peu. Les Égyptiens qui en avaient fait la boisson des pharaons, donc là on n'avait pas de houblon du tout à cette époque, hein, était une boisson pour les dieux et uniquement pour les pharaons. D'ailleurs, on vient de retrouver des vestiges assez importants en Égypte de brasseries très importantes pour l'époque qui montrent ça. Et donc, on a eu, on va dire, des noms assez variés et des recettes assez particulières. Et même, je dirais, des traditions importantes. Ce qu'il faut peut-être se rappeler, c'est que initialement, seules les femmes pouvaient brasser les premières bières dans l'Antiquité. Donc, on était c'était interdit aux hommes. C'était réservé aux femmes. Exactement. Ouais, exactement. Alors, ce qui paraît bizarre aujourd'hui quand on se le redit, puisque on est quand même sur aujourd'hui encore un milieu un peu masculin, mais on va dire que l'histoire initiale et originelle des bières est vraiment partie sur une base exclusivement féminine. India Pale Ale. C'est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus souvent sur les étiquettes aujourd'hui. Exactement. Donc là, vous êtes dans la tendance. Moi, j'ai des jeunes à la maison qui me disent effectivement, on cherche des IPA. J'ai dit ok, très bien. Voilà. Voilà une ce soir pour vous. Elle est faite par les artisans brasseurs, les brassés. Effectivement, c'est une bière qui est produite dans le Val-de-Loire, du côté de Nantes. C'est ça, exactement. Donc, c'est une belle brasserie qui s'appelle Les Brassés, avec un brasseur assez formidable qui s'appelle Gabriel Charin. Donc là, on est dans la tendance actuelle de consommation. Donc, India Pale Ale qui a une origine anglaise. Oui. Voilà, alors, elle peut être ambrée, elle peut être tout un tas de choses. La particularité, c'est le houblon. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de houblon. Là, on est sur une histoire assez intéressante. On sent bien le houblon. Qui en fait, les Anglais avaient donc, et pour aller en Inde, pour consommer de la bière en Inde, vous savez que la bière, comme le vin à l'époque, évoluait assez mal sur de longs trajets et fermentait, ou en tout cas vraiment évoluait pas dans les sens qu'on aurait souhaité. On n'était pas dans du beau vieillissement comme aujourd'hui. Et donc, le houblon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a des particularités spécifiques de conservation. Et donc, les Anglais, avant d'embarquer, doubler, voire tripler les volumes de houblon pour permettre une conservation. Et du coup, ces recettes originelles que ne buvaient pas les Anglais, en fait, en réalité, c'est-à-dire qu'eux, ils mettaient beaucoup de houblon pour avoir une bière classique, normale, à la fin. Aujourd'hui, on a gardé ces recettes, on a réinventé ces recettes en France, aux États-Unis. On appelle ça donc des IPA.
Et donc, nous, on a gardé le volume initial de houblon. C'est-à-dire qu'on a énormément de houblon, donc on peut avoir soit une très franche amertume, soit on va jouer sur l'exotisme du houblon avec des côtés fruités, des côtés même agrumes très présents peut-être, ou floraux selon le houblon qui est utilisé. Absolument. Là, c'est le cas. On a à la fois le côté un peu caramélisé, euh, toasté, etc. Et en même temps, beaucoup de fruits. Exactement. C'est assez intéressant. Beaucoup de volume en bouche avec une sensation de sucrosité presque, Oui, tout à fait. la densité. Alors, vous aurez dans cette catégorie d'IPA ou d'IPA, si on le dit à la française, deux styles nouveaux qui progressent, qui progressent, Philippe. C'est ce qu'on appelle les NEPA, donc les New England IPA, donc qui vont être très agrumes. Et là, on va avoir beaucoup de houblons de variétés très caractérisées qui vont être très citronnés et très orangés. Donc et on va rester sur une coloration. Les brasseurs vont travailler pour qu'on ait une coloration très blonde. Et je dis ça avec tout le respect pour la modération, mais on aura un peu l'impression de boire un jus de fruits tellement c'est fruité en bouche. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qui progresse beaucoup en ce moment. D'accord. C'est dans la tendance, donc. C'est dans la tendance des IPA, vraiment de tout ça. Voilà. Donc les fameux NIPA. Les fameux, exactement. Alors après, je vais vous parler quand même d'un style français que vous avez déjà décoder tout ça, c'est bien, on est là pour ça. Ça va, vous m'arrêtez, Philippe. Tout va bien, Maxime. Bon. C'est parfait. Vous avez goûté juste une saison avant. Donc ça, c'est un style français caractéristique. Donc c'est une ferme brasserie, comme il en existait à l'époque. Et notamment beaucoup dans les Hauts-de-France. C'est un style qui est issu des Hauts-de-France et qui est un style qui est issu vraiment de ce qu'on va faire avec l'orge récoltée à la ferme. Et donc, il va vraiment travailler là-dessus. Très bien. Voilà. Là, sur la dernière là, que vient de goûter, la fameuse IPA, ouais. Et cette sucrosité, cette densité, ça appelle aussi automatiquement des plats particuliers. Alors, sur une fin de repas, sur certains fromages à pâte molle, etc., ça peut être intéressant. Voire, pourquoi pas, des fromages à pâte persillée. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est cette densité, mais ce pouvoir sucrant, en final, qui calme un peu l'amertume aussi qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on n'a pas trop utilisé ce soir, mais ça fait partie des qualités, cette amertume plus ou moins dosée, plus ou moins expressive. Apporte de la longueur, de la densité, du relief aussi à tout ça. Et donc voilà, sur les accords, plutôt sur les fins de repas, ça fonctionne très bien. Après, voilà, vous avez tout dit. Je vous laisse juger, mais si on a un petit magret de canard un peu fumé, par exemple, ouais, ça peut être aussi assez sympa. Sur une terrine ou sur un pâté en croûte, voilà, farce de veau, volaille, foie gras, etc., ça peut être aussi assez sympa. Avec un petit peu de fruits secs légèrement torréfiés dessus, ça peut fonctionner aussi pas mal. Je pense qu'il y a vraiment des accords pertinents à faire avec les bières. Moi, ça fait très longtemps que ça me fascine. D'ailleurs, dans mon dernier livre, Accords, qui s'appelle pourtant Vin aimé, il y a un chapitre sur la bière, parce que c'est évident que ça fait partie des boissons de table historiques. On l'a vu, ouais, 10 000 ans d'histoire, des ingrédients, la qualité de l'eau, la qualité des produits, etc. C'est le savoir-faire, bien entendu. Voire l'imagination, effectivement, des brasseurs, qui permet d'avoir cette variété-là. La dernière, parce que je sais que le temps passe et que pour les uns et les autres, mais j'ai choisi de garder celle-là pour terminer, parce que c'est celle qui nous rappelle le plus le vin, finalement. Oui, totalement. Exactement. Maxime, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Maxime Casti, je rappelle, hein, pour les gens qui nous auraient rejoints, est le délégué général des Brasseurs de France, qui est notre partenaire à l'Union nationale française et avec lequel je suis ravi de partager ce live ce soir. Alors, ce Wood Age, millésimé, hein, qui vient du Cap d'Ona, c'est où ça, hein? C'est en Occitanie. Oui, exactement. On est à côté de Perpignan. Donc, vous êtes dans une brasserie qui s'appelle Salut les Catalans. Tout à fait. Donc ça, c'est une brasserie qui en a fait sa spécificité depuis 20 ans. C'est le vieillissement en barrique. Donc, elle ne fait exclusivement que des bières vieillies en barrique. Donc, on est vraiment là sur le travail, Philippe, qui est un peu à l'origine de notre travail collectif. C'est-à-dire c'est vraiment ce travail de retour de la bière à table. Il travaille beaucoup là-dessus.
Vous m'entendez toujours, Pi? Oui. Donc des bières beaucoup plus élevées en degrés. Oui, très bien. Je disais que c'est très ambré et surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'on a presque l'impression d'avoir un nez de vieux Rivesaltes, de vieux Rancio, de Banyuls ou de choses comme ça. C'est extraordinaire. C'est exactement le travail d'origine de ce brasseur, c'est-à-dire que vraiment on est dans ce côté-là. Donc ils ont utilisé des tonneaux en fait utilisés pour du Banyuls, pour du Rivesaltes. Ils ont fait beaucoup ce travail. Alors on est sur des bières du coup qui sont extrêmement différentes en termes de travail. Hein. On est un vieillissement de plusieurs mois, pour certaines même plusieurs années en barrique. Donc, là c'est 2018 le millésime, parce qu'en plus c'est millésimé. Donc là on a vraiment les codes du vin. Exactement. On est vraiment sur les codes du vin. On est vraiment sur une inspiration de la bière, du savoir-faire du vin français. Donc, il y a vraiment une proximité que beaucoup de sommeliers vont retrouver ou beaucoup de viticulteurs, hein, probablement. C'est-à-dire vraiment cette volonté de travailler sur le vieillissement. Alors, on est sur une rondeur très différente. Hein, vous le découvrez, je pense, Philippe, là. Voilà. Et puis, il faut parler de degré d'alcool quand même. Hein, parce qu'on est parti quasiment de zéro avec nos amis. De Frog. De Frog, exactement, région parisienne. Oui. Et là, on est à 11 degrés. Oui. Alors, on peut monter en bière pour rester dans la catégorie bière jusqu'à 18 degrés. À 18, c'est fou. Hein. Ouais. Bon, il y a des exemples en France à 18 degrés? On a des bières qui montent jusqu'à 16 degrés, qui sont des bières vieillies. Voilà, alors, on n'est pas sur les mêmes types de verres. Il faut réduire de plus en plus le verre parce que le 18 degrés en bière, avec l'effervescence, vous savez, une capacité à diffuser de la joie plus rapidement, on va dire Voilà, donc c'est une dégustation qui est plus. Là, je sais pas. Imaginez, on est quasiment sur une liqueur de bière. Oui, exactement. À 18 degrés, vous êtes quand même dans une dégustation qui est très différente. Il faut la boire dans des petits verres. On n'a pas c'est pas des bières habituelles de bière qu'on voit quand les bars sont ouverts ou les terrasses. Voilà. Donc là, on est vraiment, même là, hein, sur ce type de bière à 11 degrés. Normalement, il y a un très fort équilibre et une rondeur beaucoup plus forte que vous allez sûrement sentir. Mais c'est vrai que les 11 degrés, voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est vraiment un développement dans la brasserie française, ce vieillissement. Mais après, ce passage au-dessus de 10 degrés, il est quand même assez symbolique et assez rare encore en France sur la production. Mais le vieillissement pousse un peu à ça parce que, par définition, on est sur du vieillissement, comme vous le disiez, de Banyuls, de Rivesaltes. On peut avoir aussi des vins liquoreux un peu plus du sud-ouest. On peut avoir du bourbon. Enfin, on a pas mal de choses, hein, du whisky. Oui, parce qu'on peut utiliser effectivement des fûts de plein d'origines et qui ont eu avant une autre vie. Je pense à des fûts de Sauterne, des fûts effectivement de whisky, des fûts de Bourbon, des fûts de rhum, pourquoi pas. Exactement. Ensuite, les utiliser. C'est un travail qui est assez passionnant et qui permet effectivement d'aller sûrement plus loin dans cette phase d'élevage et plus loin du coup en termes de gastronomie. Là, on a quand même des notes effectivement torréfiées, mais on a aussi des notes épicées, on a des notes cacaotées, on a des notes herbacées, il y a vraiment une palette incroyable et la densité de la bouche avec certains alcools. On sent pas trop quand même, dans un premier temps en tout cas, d'alcool. Hein, c'est bien équilibré. L'équilibre est là. Il y a une belle acidité parce que c'est un des éléments, on parle souvent de l'amertume pour la bière, mais effectivement, l'acidité est aussi un élément extrêmement important dans toutes les boissons pour apporter à la fois des éléments de conservation. L'acidité, c'est un conservateur aussi, mais également, bien sûr, de rafraîchissement naturel, indépendamment de la température, parce que là aussi, on n'a pas encore évoqué ça, mais comme on va bientôt être obligé de rendre l'antenne, ça serait pas mal de le faire. À quelle température idéale il faut boire une bière? Ça dépend de la bière. Exactement, il n'y a pas de température idéale. Alors là, vous êtes sur une bière, par exemple, qu'il faut servir pas très fraîche, puisque sinon on perd beaucoup en aromatique. On est vraiment comme sur le vin. Là, on est plutôt autour de une dizaine de degrés, c'est bien là. Exactement. Je dirais, il ne faut pas la mettre trop au frais, en fait, en réalité. Il faut la laisser. Alors, ça dépend à quelle période on la boit, mais c'est vraiment pas des bières qu'il faut trop mettre au frais. Après, sur les bières blanches ou blondes, oui, exactement. Voilà, là, on peut être sur plus frais. Que ce soit la Pietra ou la Polaris, là, on est. Exactement. Mais il faut éviter
deux descendre un choses peu. en brasserie, enfin en bière, c'est vraiment le trop froid, c'est comme en vin, hein, ça va casser tout le goût de la bière, donc ça, le trop froid est vraiment un problème. Et deux, il faut éviter les mauvaises conservations, c'est-à-dire que la bière, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle se conserve debout, hein, donc il ne faut pas coucher la bière. Oui, c'est important parce que c'est vrai qu'on a nous tendance à coucher les bouteilles. Voilà, non mais Et je la vous le dis. bière, non, Voilà. effectivement. Et il faut là aussi la garder à l'abri de la lumière. C'est pour ça qu'on a souvent des bouteilles très foncées. Et il faut vraiment éviter ça. C'est vraiment des enjeux majeurs de conservation et les variations de température, mais ça, c'est comme le vin. Et il y a aussi une date de consommation, Alors, en tout cas de date limite de consommation, exactement. de préférence en tout cas, Ouais, avant en telle fait, à date. partir du moment où vous achetez des bouteilles qui sont capsulées, en fait, vous allez avoir une évolution du produit qui va continuer, exactement. Et donc, elles vont pas vieillir ou évoluer puisqu'elles vont en fait perdre comment dire, en pétillance. Et donc, les dates qui sont fournies sur les bouteilles, c'est la dégustation telle que le brasseur l'a voulu. Après, D'accord. le produit ne sera pas dangereux à la consommation. Mais Oui, mais dégustation optimale avec ses qualités exactement, organoleptiques. Exactement. totalement. Alors après, on a Donc là, il n'y avait que des capsules ce soir, mais tout à fait. il y a encore des bières qui sont bouchées avec du liège et Oui, des agrafes. tout à fait. En fait, sur les bières vieillies, de plus en plus, on va partir sur du liège. Mhm. Et parce que justement, on veut qu'il y ait une continuité d'évolution de la bière après le vieillissement. Et donc là, il n'y a pas de date, en fait, hein, sur ces bières-là. D'accord. Vous en trouvez C'est assez important. peu au quotidien dans le commerce, mais on va en trouver en cave, chez les cavistes de plus en plus. Exactement. Et d'ailleurs, pas toujours en 33 centilitres, mais Non, parfois plus en en, 75. en 75 centilitres. Tout à fait. Et quand c'est bouché avec du liège, est-ce qu'on continue à les garder debout là ou pour le coup on les couche? On peut les coucher dans le cas présent, puisque à partir du moment où elles vont être vieillies, l'évolution va être différente. La vraie, on les tient debout pour celles qui sont avec non filtrées, donc c'est pour garder la levure en fait vraiment au fond de la bouteille et pas qu'elle se répande Oui. tout le long et qu'on continue à avoir évolution, parce qu'il va toujours y avoir des restes de levure dans les non filtrés. Sur des bières vieillies, on est vraiment dans un produit qui est très différent, qui ressemble vraiment au vin dans sa capacité de vieillissement et d'évolution. Bon, ben merci beaucoup pour toutes ces belles explications, mon cher Maxime. Merci Philippe de Je votre temps et de rappelle votre que accueil. non, mais je rappelle que vous êtes donc le délégué général de l'association Les Brasseurs de France, Tout à avec fait. lequel nous sommes nous en amitié et en partenariat depuis de nombreuses années. Merci de nous avoir fait découvrir cet univers des brasseurs. On salue tous nos amis brasseurs, les petites brasseries, les grandes brasseries, tous les gens qui s'intéressent à cet univers fantastique et qui ont, j'allais dire, l'envie à travers cette noble matière qui sont les céréales, et notamment, on l'a compris, les céréales françaises, Tout à fait. de nous faire effectivement partager cette vision de notre agriculture que l'on salue également, et de nos terroirs et de nos territoires dans cette diversité. Aujourd'hui, on a dit tout à l'heure, plus de 300 2300 brasseries. effectivement brasseries référencées à ce jour. C'est un univers qui est en pleine effervescence, quasiment aussi peut-être en plein renouveau. En tout cas, c'est ce que l'on ressent. Et je pense que l'intérêt, effectivement, est croissant de la part de tous nos amis qui nous suivent et ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis surtout pour nous, en tant que sommeliers, moi, ce que je ressens depuis de nombreuses années et que je partage avec mes confrères, c'est cette envie de proposer des accords bière et mets avec une diversité de bières, on l'a vu ce soir, hein, en partant des degrés d'alcool différents, des densités différentes, des températures de fermentation différentes, des types de couleurs différentes, des goûts bien entendu différents, de manière à pouvoir effectivement trouver des plats qui vont des entrées jusqu'au dessert en passant par les fromages, les risottos qu'on a évoqués tout à l'heure, les viandes blanches, les volailles, les poissons bien entendu, et pourquoi pas aussi avec des bières vieillies, des bières voilà, des bières de trappistes, etc., avec des accords sur des gibiers. Moi, j'ai eu des révélations magnifiques aussi sur des plats avec vraiment beaucoup de caractère et des bières qui n'en manquaient pas. Voilà. Merci Maxime. Un petit mot Merci peut-être pour Philippe. terminer cette belle entrevue. Bah, merci beaucoup Philippe et surtout à nos amis sommeliers et que vous représentez merveilleusement Philippe. On est très heureux de travailler avec vous, de travailler à cette reconstruction de la filière brassicole et je sais que vous vous intéressez à tout ce qui est bon et tout ce qui est beau et j'espère qu'on travaille à donner du plaisir aux sommeliers et à tous ceux qui peuvent en déguster ensuite.
Absolument. Merci, merci beaucoup, Maxime. Merci à Merci toutes beaucoup, les Philippe. équipes des Brasseurs de France aussi, qu'on salue, Jacqueline, Élise et voilà, et toutes les équipes de façon générale. Santé, je crois qu'en ce moment, on en a tous bien besoin. Et quoi de mieux que tout en étant raisonnable, on le sait tous, mais de profiter de la vie. Je pense qu'en étant heureux, on vit mieux, bien entendu, et on vit plus longtemps, assurément. Longue vie à vous tous. Merci Philippe, Bonne merci à tout le soirée monde. et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.